Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très concret en embarqué, c'est la manière de rédiger un cahier des charges vraiment exploitable par l'équipe firmware ou l'équipe embarquée de manière générale. Donc souvent, le document est très complet, très chargé, et le vrai problème, ce n'est pas sa longueur. Le vrai problème, c'est que les timings, paramètres, défauts ou comportements sont mélangés dans un gros document transversal, et à la fin, l'équipe perd du temps à chercher regrouper, redécouper et réinterpréter l'information. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une des manières simples de structurer cela pour rendre le document plus lisible, plus exploitable et même en bonus plus adapté à l'IA générative. Donc on va retrouver les problèmes, ce que le firmware cherche, structure proposée, les sections utiles, les exemples concrets sur un projet, ce que cela change réellement, et en bonus, pourquoi je parle d'IA générative ici, euh, au niveau des sections utiles. Donc on va répondre à une problématique simple, pourquoi certains spectres ralentissent le firmware. Donc les problématiques, on les a vues, on en a plusieurs, c'est qu'on a un document qui est trop monolithique. Souvent, dans un cahier des charges, on va avoir beaucoup d'informations avec des belles rédactions. L'objectif, c'est qu'il soit compris par un public large et puisse répondre à toute problématique par tout service. Donc, on fait finalement un cahier des charges qui soit transversal. Sauf que la problématique, c'est qu'on va avoir des devs qui va potentiellement réinterpréter l'information, prendre énormément de temps à chercher les informations utiles pour le développement ou l'architecture dans le cahier des charges. Et donc, on va avoir énormément de temps perdu et plus que de risques d'erreur. Et même, donc ça, j'ai vu certaines équipes, même des équipes qui ont finalement plus envie d'aller voir à chaque fois ce qu'est les charges et refont des notes à part du cahier des charges. Donc, ce que l'équipe firmware cherche, c'est surtout retrouver vite les informations utiles pour le développement ou l'architecture. Donc, c'est-à-dire retrouver vite les paramètres, voir les timings clairement, donc exigence, combien de temps combien de temps on doit avoir euh, de temps sur l'action et les timeouts, comprendre les modes du système. Donc parfois on va avoir un mode normal, dégradé, fault, donc on arrête totalement le système. Donc en ayant un vrai tableau qui montre quels sont les modes entrée-sortie, bon, on verra ça après. Pour le dev firmware, ça va être beaucoup plus simple. Savoir quoi faire en défaut, lire les interfaces clairement et relier, et ça c'est le plus important, besoin, code, test. Donc pour cela, j'ai proposé assez simple, une structure assez simple. L'objectif, c'est d'avoir des vues d'ensemble courts avec un fichier par sujet clé. Donc ce que j'entends par là, c'est pas non plus avoir 5000 fichiers. L'objectif, c'est on découpe notre cahier des charges, on regarde qu'est-ce qui peut être réellement découpé pour avoir une information beaucoup plus rapide à analyser et lire. Donc pour cela, on va avoir des titres très explicites avec des règles séparées du narratif. On veut aller vraiment à l'essentiel, garder l'information la plus concrète, la plus essentielle pour l'équipe. Et potentiellement des schémas représentatifs. Donc là, on peut faire appel au SysML. Euh, Ce qui peut être intéressant, c'est de trier, parce que lorsqu'on fait vraiment toute l'applicatif du SysML, donc on va avoir beaucoup de schémas. Donc l'objectif, c'est que faut trouver une balance entre aller vite, pour pas passer du trop de temps non plus à avoir de schémas quand on n'a pas un ingénieur vision système, et avoir quand même une représentation graphique qui permet parfois d'aller plus vite que faire de la rédaction pure. Donc ça, on y reviendra après. Là-dessus, souvent j'en choisis trois qui sont les plus essentiels. Donc je l'ai divisé en 8 sections. Ici, c'était surtout pour un projet en particulier. Mais j'ai divisé du coup en 8 sections qui me paraissent normalement les sections les plus utiles et souvent ce qu'on retrouve souvent dans un cahier des charges. Donc on va avoir la section Overview. Donc ici, c'est comprendre le périmètre général. C'est important tout de même de le comprendre. Les requirements, donc ça c'est pour cadrer le besoin. Donc on y reviendra après, mais souvent on va voir les besoins fonctionnels et non fonctionnels.
Ensuite, les modes opératoires. Donc ici, c'est vraiment pour rendre les états clairs, comprendre, ok, quelles sont les conditions d'entrée de ce mode, quelles sont les conditions de sortie de ce mode, et finalement, qu'est-ce que le client attend, ou plutôt la qualité attend de chaque mode. Surtout quand on est dans un environnement safety, auquel cas on va avoir des modes opératoires qui sont très stricts. Donc en ayant une section à part, on va mieux comprendre les, les modes opératoires. Donc ici, timing, là c'est vraiment pour cadrer les périodes et les délais. Paramètres, centraliser les valeurs. Fault handling, donc là c'est surtout définir la réaction. Donc quelles sont les conditions de faute, et comment le système va se reprendre en état normal. Les interfaces, donc là ça va dépendre, mais là ici par exemple on va clarifier le CAN, les entrées-sorties, les messages, voilà, c'est toute l'interface interne-externe de notre système. Et ensuite, le VV, donc validation, vérification et validation. Donc ça va permettre de préparer les tests, donc surtout pour l'équipe euh, firmware, mais vraiment basé sur le test et possiblement un banc de test, et donc pour préparer le plus tôt possible ces tests. Donc, on va passer sur un exemple donc d'un projet auquel j'ai travaillé, auquel j'ai mis en place ce type de rédaction. Donc ici, on était sur un projet de supervision de pompe sur un STM32. Donc, on va retrouver nos sections qu'on a définies juste avant, donc les bits qui sont là sur notre format PDF. Donc ici, sur notre section overview, donc ici tout est en anglais. Mais on va essayer de découper rapidement pour comprendre un peu comment j'ai décortiqué tout ça. Donc ici, c'est souvent même ce qu'on retrouve dans le début de la cahier des charges. Ça va être, ok, à quoi sert ce document, la description générale du projet, euh, quelles sont les architectures, les blocs d'architecture importantes. Donc souvent, on va voir le sensor, le MCU, donc qu'est-ce qui a été choisi. Donc l'objectif, c'est vraiment, ok, je comprends le besoin du client, comment l'architecture a été faite potentiellement par l'équipe électronique, hardware, et potentiellement des notions transverses. Voilà. Donc on va avoir notre contexte, les problématiques qui ont été mises en place, les use cases, donc en tant qu'ingénieur de validation. Souvent c'est comme ça qu'on fait euh, en tant que rôle, je veux ça pour répondre à ça. C'est aussi ce qu'on retrouve aussi dans la JIT lorsqu'on fait des tickets. En tant qu'ingénieur du diagnostic, je veux que les systèmes voilà, exposent les états internes, blablabla. Ici, en tant qu'ingénieur test, encore une fois, et ensuite, là, on va avoir c'est un banc de test. Donc, pareil, on le prend comme rôle. Les contextes opératoires, ce qu'on veut dans notre scope, ici, ce qui va permettre dans le développement, et le out of scope, pour moi, il est très important. On a parfois des équipes qui surdéveloppent. Euh, c'est intéressant hein, parce que parfois on va aller plus loin que le cahier des charges en proposant une nouvelle solution, mais parfois on perd beaucoup de temps parce qu'on va dire ok on peut ajouter ça, on peut ajouter ça, on peut ajouter ça. Oui, ça peut être des très bonnes idées, mais l'important c'est quand même euh, rester dans notre entonnoir parce que sinon on va trop se disperser et le projet va aller dans tous les sens. Donc voilà, bon, ça reste simple, hein, c'était sur ce projet, ça restait simple, mais après ben voilà la taille de cette fiche s'adapte selon votre projet, quoi. Mais l'objectif, c'est quand même rester le plus synthétique possible. Ensuite, les requirements. Donc là, on va retrouver un peu ce qu'on retrouve dans les cahiers des charges. Ça veut dire les exigences fonctionnelles et les exigences tac 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 non fonctionnelles. Chacun aura son ID pour qu'on se référencer pour les tests ensuite. Donc là, c'est tout simple, hein, même ça, on pourrait les retrouver dans un cahier des charges. L'objectif, c'est d'éviter de 50 000 paragraphes. Ce qu'on veut, la priorité et quels sont les critères d'acceptation. Donc ça, c'est super important parce que du coup, le dev, quand il va terminer son ticket, il va se mettre ses définitions of done, il va se dire, OK, cette exigence est validée. Donc, grâce à ces critères d'acceptation. Bon, on passe très vite. C'était surtout pour le projet. On va pas aller dans ces détails-là. Et après, pareil, on retrouve les exigences non fonctionnelles.
Ensuite, les risques techniques. Bon, ça c'est surtout pour euh, transverse surtout. Donc là, il n'y en avait pas beaucoup, mais surtout j'ai mis ce qui était le plus important. On va avoir un ID, les risques, les impacts, la probabilité. On pourrait rajouter aussi la gravité pour une notion de qualité. Et ensuite, les contraintes techniques. Bon, là, ça va vraiment s'adapter selon votre projet. L'objectif, je vais faire une petite annotation là-dessus. L'objectif, c'est pas d'avoir 50 000 risques, hein. Il y en a toujours des risques. Il y a même des risques qui sont communs entre projets. L'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel sur quels sont les plus gros impacts ou quelles sont les plus grosses probabilités ou euh, euh, pour une analyse. Donc là, la partie la plus intéressante pour l'équipe firmware et qui est pensée parfois, je trouve, trop tard, c'est les modes opératoires. Là, ici, on va parler de machine data souvent. Donc ça, j'avais même fait un post sur LinkedIn par rapport à ça. Très très souvent, on a un système qui a une grosse machine data là-dessus qui va se comporter selon son mode opératoire. Donc ici, dans ce projet, on en avait quatre. Et ce qui est intéressant pour l'équipe firmware, c'est de savoir son entrée et son sortie. Et c'est ça souvent qui fait perdre du temps à l'équipe, c'est que on va commencer à avoir notre architecture de mode opératoire, commencer même à développer. Et en fait, on va se poser la question, bah, mais quelle est en fait les conditions d'entrée, en fait, finalement, et quelles sont les conditions de sortie? Et souvent, on va refaire une réunion avec toute l'équipe, on va dire, ah ben non, mais c'est quoi ces conditions d'entrée, les conditions de sortie, sont pensées trop tard, en fait. Donc ici, on va avoir dans ce tableau les modes, la description. Donc ça, c'est souvent plutôt général. Les conditions d'entrée, les conditions de sortie, euh, et les expected behavior. Euh, et donc ça nous permet d'avoir une vision assez large de chaque mode opératoire. Selon si on est dans un contexte SETI, on peut rajouter potentiellement une colonne avec un comportement strict. Mais du coup, ça donne ça. Donc, on va avoir notre condition ici d'initialisation. Dès que c'est initialisé, on part en normal. Si on a un debug qui peut être dégradé, c'est-à-dire qu'il peut être, on peut revenir sur un état normal, on se met en dégradé. Et faute latch ici, c'était surtout aux conditions de ce projet-là. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur une faute critique. Donc, on stoppe tout et on avertit. Ce qui est pas mal aussi, c'est du coup d'avoir un résumé des transitions logiques, donc ici de init à normal, normal à dégradé, etc. Pour que l'équipe comprenne réellement quelles sont les transitions entre les étapes. Ensuite, on va passer aux interfaces. Ici, c'est réellement d'avoir toutes nos interfaces, donc ici hardware, pour être sûr que l'équipe sait MCU on utilise, quel capteur de température on utilise, quelle communication on a. Et quels sont les échanges de données qu'on aura entre l'interne, interne et externe. L'objectif, c'est que ça soit figé, qu'on cherche pas longtemps d'informations, et que, ben voilà, surtout que ça soit figé, qu'on dise, ok, ce capteur de température, c'est celui-là qu'on va utiliser, il aura cette telle de communication, et ça évite de refaire des réunions pour être sûr que, ah ben, ce type de composant utilise ce type de communication. Comme ça, moi, imaginons, je suis dans cette équipe-là, je regarde les hardware, je télécharge plus les datasheets de chaque composant, et quand je commence à faire si on est sur STM32 par exemple, sur mon CubeMX, paf, je commence à mettre mes interfaces assez rapidement. Et ensuite aussi, on va avoir les interfaces software. Ici, on était sur du temps réel, donc FreeRTOS. On va avoir un fault manager. On veut avoir une notion de diagnostic CAN avec des heartbeats. Possiblement, ici dans ce projet, on veut que on puisse interagir avec le système par le CAN, donc ça veut dire demande. Hop, je veux des informations du système sur le CAN et la configuration. Donc pareil, ça va s'adapter selon votre projet, mais par contre, l'hardware interface, faut essayer de garder cette méthode-là pour être le plus spécifique possible. Ensuite, la table des fautes, ça c'est intéressant, c'est surtout sa référence du coup à notre mode opératoire. Donc l'objectif, c'est de voir quelles sont les différentes fautes de notre système, quelles sont nos sévérités, quelles sont nos conditions. Donc ici, par exemple, moi, si j'avais pas trois acquisitions consécutives de ma température, paf, on rentre en mode dégradé.
Ici, c'était pas une, mais c'était trois. Et ensuite, on pouvait avoir la visibilité de notre erreur. Ici, comme je disais tout à l'heure, on avait choisi une visibilité CAN pour reporter nos défauts. Donc voilà, donc on met en place toute une tableau d'erreurs euh, et ce qui va permettre de faire un fault management qui va nous faire rentrer dans des modes différents. Ensuite, on va avoir nos paramètres. Donc les paramètres de timing, très important. Là, on voit très facilement quels sont nos timings dans ces systèmes. Ça évite de passer 3 heures à regarder à chaque fois dans le texte. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à peu près, avec chacun nos valeurs. Donc ça va être très intéressant pour faire des fichiers de config. Donc ici 100, pour l'acquisition de température, on a tous les 100 ms. Ici fall tous les 3 consécutives. On veut une réponse tous les 100 millisecondes max. Voilà. Comme ça, en fait, on sait précisément nos timings. C'est, c'est écrit en dur et on n'a pas besoin de chercher l'information rapidement. On n'a pas besoin de chercher l'information dans tous les paragraphes. Et on va avoir des paramètres de contrôle. On veut que la pompe s'active à 40 degrés, elle s'éteint à 35 degrés, euh, et avec des températures valides. Voilà. Donc là, on voit très précisément quels sont les paramètres de contrôle du système. Ensuite, ici, c'était spécifique à ce projet. On va avoir les CAN message table. Donc là, il est très long parce que du coup, on a du diagnostic sur du CAN et une communication entre surtout l'utilisateur de manière générale et notre système. Et du coup, il va être très large. Donc l'objectif, c'est d'avoir un message overview. Donc ici, on comprend tous les ID qu'on va avoir, le heartbeat, les thermal status, les false status, les métriques du système, les commandes de diagnostic. Donc ça, c'est ce que l'utilisateur nous envoie au système, et ensuite ce qu'on répond. Donc là, de manière simple, je sais ce qu'on va avoir sur notre message CAN, euh, avec les ID correspondantes pour éviter d'avoir des conflits, notre direction et ensuite nos périodes. Là, comme ça, en plus, on va pouvoir débattre du coup entre le client et l'équipe pour dire, OK, finalement, ça, c'est pas possible parce que par rapport à du coup notre fréquence CAN, ce que vous demandez, ben, votre période est trop rapide. Donc voilà, ça va permettre d'avoir un overview sur tous les messages et pouvoir débattre facilement. Et après, on va avoir le détail. Donc là, je passe parce que c'est des trucs techniques, donc j'ai pas trop envie de trop m'attarder là-dessus. Mais en gros, à chaque message, on va avoir la synthèse, les bits correspondants, les commandes et les règles. Ça, on peut le retrouver partout, hein, ça dépend de votre système de communication, mais en fait, on va avoir une page par section de communication. Et on finit par la validation, vérification et validation. Donc on va retrouver nos ID de requirement, notre méthode de vérification, nos critères de succès et qui est le responsable de la vérification et de la validation. Donc voilà, donc avec tous ces documents, tous ces documents, en fait, on va retrouver finalement les mêmes nombres de pages ou même moins finalement que notre cahier des charges, souvent moins, mais de manière très synthétique. Et comme on a vu, en tant qu'équipe firmware, on a finalement toutes les réponses à nos questions avec notre langage finalement. Donc finalement, ce que cela change, les specs parlent le langage des développeurs, le test gagne en clarté, les projets perdent moins de temps, les évolutions sont plus sûres, le coût caché finalement diminue et le risque système baisse. Donc en bonus, on va parler d'IA génératif. Donc là, en fait, en ayant un document unique, quand on va lui envoyer un cahier des charges de manière unique, on va avoir deux cas en fait. Soit en fait, on va envoyer notre document pour poser des questions diverses, auquel cas on va envoyer en fait un document unique. Ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va lire énormément le début et la fin, et il va faire du coup un check, il va avoir des checks mélangés, et ensuite il va tout mettre dans le reste de l'information, parce qu'il ne va pas pouvoir tout reprendre en information, il va le mettre dans une base de recherche, auquel cas, selon une recherche et une demande précise, il va se baser sur ce linker, et il va du coup rechercher l'information. Plus notre document est long,
moins l'information soit précise dans son côté, parce qu'il devra chercher à chaque fois dans les sections précises. Du coup, on va avoir une dilution d'informations. Là où ça pourrait être intéressant d'avoir une documentation découpée comme je l'ai montré, c'est qu'on va avoir des chunks plus cohérents. Donc pareil, comme je dis, on va avoir deux cas, soit on envoie les documents, tous les documents, et après on pose des questions. Donc auquel cas on pourrait potentiellement avoir un peu le même problème. Malgré tout, étant donné que chaque section est différente, il va pouvoir avoir plus d'informations dans son contexte. Mais là où ça va être intéressant, c'est que si on veut poser des questions précises, par exemple, je travaille avec l'IA parce que je veux travailler sur les modes opératoires, ben j'envoie finalement que le document de mode opératoire. Et comme il est court et synthétique, comme pour l'équipe firmware, il va passer moins de temps à analyser le document et du coup, tout son document va aller dans la section contexte et pas une partie dans la section contexte et une partie dans la section linker pour les recherches. Donc en fait, on va avoir une IA générative qui va répondre plus clairement à vos besoins et toutes les informations vont aller dans la section de recherche. Donc pour euh, pour conclure, pour moi, la bonne spec ne sert pas seulement à cadrer un projet, elle doit aussi aider l'équipe. Et pour moi, c'est le plus important lorsqu'on on a des pertes de temps sur les projets, c'est surtout aider l'équipe à retrouver vite l'information, comprendre les comportements et tester plus facilement et faire évoluer le système sans repartir de zéro. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je pourrais vous partager la structure ou le X-Mine en détail dans un prochain contenu ou dans un projet, dans un post LinkedIn. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.